Sensoscopie, le podcast de l'intelligence sensorielle. Quand on nage avec les requins, mieux vaut ne pas saigner. Des inspirations essentielles pour décoder nos ressentis, comprendre le monde, notre environnement, pour tous ceux qui cultivent l'art de percevoir et bien plus. Restez vivants dans un monde qui peut parfois sembler trop rapide, trop bruyant, trop violent, trop dispersé, insensé. Je suis Emmanuelle Motte, fœtus devenue grand-mère. J'ai souvent mouru et renaquis. J'ai d'abord été costumière pour tisser des fils et des liens avant de franchir la frontière de l'épiderme et découvrir le costume intérieur qui façonne nos rôles. Équipée de 30 ans d'exploration pratique de nos compétences comportementales, ma capacité à interroger le système sensoriel aide tous ceux qui bloquent dans des situations complexes. Merci d'avoir choisi l'audio pour vous extraire des écrans et favoriser une écoute intime et confidentielle. Dans ce 17e épisode de Sensoscopie, on parle des origines de ce qui nous fonde. Arthur Kermal-Wezen, né d'un donneur anonyme, a mené une quête longue et bouleversante pour retrouver son géniteur. Une démarche intérieure, physique, sensible. À travers son récit, c'est toute une intelligence du corps et du vivant qui s'exprime. Comment ressent-on l'absence d'une origine ? Que dit le silence biologique à notre système nerveux, à nos émotions ? Et puis il y a la terre, les graines, les tomates anciennes qu'Arthur cultive aujourd'hui. Un épisode que je vous sens impatient de découvrir, alors je laisse sans plus attendre mon invité du jour se présenter. Je suis Arthur Kermal-Wezen, je suis un trouveur. Un trouveur ? Attends, il va falloir que tu m'expliques, Arthur. Parce que tu cherchais quelque chose pour l'avoir trouvé. Oui, c'est-à-dire que la question des origines est une question que j'ai toujours portée, je me suis toujours posée, puisque j'ai toujours été au courant de mon mode de conception, étant issu d'un donneur anonyme. Et j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à chercher, mais j'étais convaincu que je trouverais. Dans ma famille, celui qu'on appelait pour retrouver les objets, c'était forcément moi. Parce que comme je passais mon temps à observer, je savais où étaient les choses. Parce que j'étais dans une recherche de maîtrise, de contrôle et de réappropriation de mon histoire, de la question des origines et de mon existence. Ok. Je t'ai demandé d'amener une photo de toi et tu m'as amené cette photo où tu as un regard d'une profondeur très perçante. Je ne sais pas ce qui se passe en toi et autour de toi au moment de cette photo. Quelle sensation tu gardes en tous les cas, cette époque? À cette époque, je dois avoir 9-10 ans. Je reviens d'une balade en roller. J'ai des rollers multicolores, mais pas des en ligne, hein. Des quads, des traditionnels, des vrais rollers. Les fans de roller comprendront. À cette époque-là, je suis fan de Michael Jackson. J'aime beaucoup son côté transgressif, culotté, hors norme. Ça me plaît beaucoup. Sur cette photo, je suis agacé parce que j'ai pris des décisions intérieures dont je ne parle pas encore. Et je suis agacé d'être en train de faire quelque chose de futile alors que j'estime avoir des choses grandes à faire. Et voilà, ah ouais. Un peu mégalo déjà, mais en tout cas très déterminé, ouais. Ah bah ça se voit dans ton regard, absolument. Et donc on sent, il y a une impatience du coup, il y a un agacement du monde des adultes. Ah oui, moi j'ai très mal vécu d'être enfant. Okay. J'ai attendu d'avoir 18 ans toute ma vie. J'ai cherché à être un adulte non décevant pour moi-même. Waouh! Ça c'est de la phrase. J'ai cherché à être un adulte non décevant pour moi-même. Et ça, du plus loin que tu ressens, parce que là tu as 9 ans, tu es déjà quand même mature, mais si tu essayes de replonger un peu plus avant, genre 6-7 ans, tu avais déjà cette sensation de détermination? 6-7 ans, ma mère est enceinte, parce que j'ai une grande sœur et une petite sœur, donc ça réactive toutes les questions que j'avais.
m'explique au CP que je dois apprendre à lire et à écrire, je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'ai des questions urgentes, moi, sur le feu, là, qu'il faut que je traite. Et la question des origines me perturbe parce que je me dis, mais et nous, dans tout ça? On est qui? On est quoi? On vient d'où? Quand les parents viennent chercher mes camarades de classe, je suis déjà dans le jeu des ressemblances et je les envie profondément. Parce que autant je ressemble à ma mère, autant j'ai pas ce bonheur de pouvoir ressembler à mon père, que j'adore. Et je suis très déçu en fait. Et donc moi, dans la question des origines, j'ai tout démarré par un double deuil. C'est d'abord de ne pas être le fils de mon géniteur et de ne pas être la progéniture de mon père. Et ça, c'est compliqué pour moi. Et en même temps, la petite sœur qui arrive, je me frotte les mains parce que je me dis, elle, je vais tout faire pour la protéger. Il faut absolument que je déblaye le terrain et que j'arrive à avancer sur ces questions parce qu'elle risque de douiller comme moi je douille sur ces questions. La question des origines, c'est une question écrasante. Hein. Moi qui m'a enveloppé, en fait. Et du coup, je me suis toujours préparé à aider ma sœur, à rencontrer mon donneur. Et pour moi, il n'était pas possible de ne pas rencontrer mon donneur. Mais à cet âge-là, je ne savais pas. Parce qu'en fait, à l'âge de 18 ans, j'ai demandé à mes parents de me donner le dossier. Et c'est là que je suis tombé de haut. J'ai découvert que mes parents n'avaient rien sur le donneur. Donc déjà que j'avais un point de vue sur les adultes qui n'était pas... Je trouvais que les adultes étaient décevants. Ouais. Parce que j'estimais qu'ils ne prenaient pas soin de nous correctement, hein, tout simplement. Moi, j'aurais aimé savoir plus tôt qui était mon donneur. Moi, je me cachais derrière les rideaux du salon quand les amis de mes parents arrivaient pour prendre l'apéro, persuadé, vu le temps que mes parents et l'importance que mes parents accordent au fait d'être prêts pour ses amis, qu'ils allaient me présenter mon donneur. Moi, j'ai été placé dans une attente insupportable. À chaque apéro, ça me faisait le coup, mais je n'osais pas en parler. Je me disais, c'est pas possible, ce sera quand? Et donc, quand j'ai compris, à 18 ans, que mes parents n'avaient rien et qu'ils étaient infantilisés, mais bon, pas étonnant, hein, des adultes, enfants, j'avais un peu déjà compris le topo. Donc, j'avais beaucoup d'attentes. J'attendais mon donneur et j'attendais aussi d'avoir une forme de gravité, en fait, que je n'ai pas eue. Voilà. Comment ça vient, l'évolution de cette situation? C'est-à-dire qu'à 18 ans, là, tu as la possibilité et tu te rends compte que tes parents n'ont rien et du coup, tu pars en enquête? Là, je me dis, comme ma mère est psychanalyste, je me dis, bon, c'est une question d'hygiène. Comme on met des chaussettes le matin, moi, je vais aller voir un psy. Parce que là, ça va mal se passer, parce que mon cœur va se durcir, et qu'il faut absolument qu'il y ait des choses qui sortent par la parole, parce que ça va se retourner contre moi. Et ça, je ne voulais pas. Mais le hasard a fait que j'ai choisi un cabinet d'une psy remarquable, en face du Val-de-Grâce, boulevard de Port-Royal. Et il y a l'hôpital Cochin. Et je découvrirai 1 ou 2 ans d'analyse plus tard que tous mes dossiers, en fait, il y avait le Crimelin-Bicêtre qui était le premier séco, c'est-à-dire la première banque de sperme. Et bien, tous les dossiers ont migré là, à 500 mètres. Voilà. Et donc, tout le travail, ça a été de me dire, de faire le tri entre ce qui vient de moi, qui me frustre et me rend agressif et en colère, et ce qui vient de la société et qui part en cacahuète. Mais moi, il fallait que je fasse ce tri. Parce qu'en fait, autant je me suis toujours préparé à rencontrer mon donneur, autant je ne me suis jamais retrouvé dans la situation toute nouvelle où je devais me mettre à convaincre mes parents, voire à négocier quelque chose en lien avec mes origines et donc une grande part d'intimité. Et de devoir me retrouver à négocier des choses qui me paraissent les plus intimes auprès des gens que j'aime. Et je me souviens très bien d'une scène où ma mère
elle vient me chercher après une séance, je ne sais plus pourquoi, parce qu'elle devait m'emmener quelque part. Et on est boulevard de Port-Royal. Je lui dis, bon, par contre, je te préviens, j'ai pris une décision. Il va falloir que vous vous protégiez d'ailleurs. Si vous avez des psys, allez les voir, parce que ça va faire mal. Moi, je dois aller chercher mon géniteur. Ma mère s'arrête sur une place de livraison pile en face de Cochin. Il y a le RER à droite et Cochin à gauche. On va vers Montparnasse. Et elle me dit, mais je comprends pas. Un père, t'en as un. Je lui dis, oui, mais c'est pas étonnant que tu comprennes pas. Parce que toi, ton père et ton géniteur, c'est la même personne. Moi, j'ai un père, une mère et un géniteur. Et ça, il va falloir que vous le compreniez. Et la première résistance, elle est intellectuelle. Et là où il y a un clonage intellectuel, c'est d'abord là. C'est-à-dire que pour les gens, le père et le géniteur, et ça fait 20 ans que je suis sur ces questions, et le nombre de fois où on m'a sorti le terme père biologique, où on m'a dit ton père, est-ce que tu l'as trouvé? Mon père, j'ai déjà trouvé puisque c'est lui qui m'a élevé. Par contre, c'est mon géniteur que je cherche. Et ça n'a rien à voir. Et c'est vrai que même quand je retrouve mon géniteur, parce que j'ai la chance d'être le premier à l'avoir retrouvé grâce à un test ADN en 2017, un test ADN illégal, mais ça je m'en fous, parce que fin des négociations, je ne veux plus. De toute façon, je trouvais insupportable d'avoir à négocier quoi que ce soit avec ma famille, mais avec la société aussi. Les origines, c'est à moi. Et la façon dont je vais me réapproprier mon histoire, c'est à moi. Et je n'ai pas de justification à apporter. Point. Mais la question des origines, ce qui fait que c'est une question complexe, c'est que ce que j'ai découvert, c'est Jean-Claude Lavie qui, dans un livre très difficile à lire pour moi, mais visiblement pas que pour moi, dit quelque chose de très vrai. Il dit, quand on interroge un patient sur son mode de conception, c'est-à-dire sur une partie de ses origines, on est en réalité en train de lui demander de décrire le cadre et les limites de son fonctionnement psychologique. Donc l'enjeu de la question des origines est gigantesque. Et à ce moment-là, quand je lis cette phrase, je comprends la difficulté. C'est-à-dire que j'ai passé mon temps avec la question des origines à marcher au bord d'une falaise où il y avait une paroi rocheuse et de l'autre côté un précipice. Et le réflexe, quand le chemin est étroit, parce que moi j'étais tout seul à parler de ce sujet, j'avais personne, parce qu'avec l'anonymat des donneurs, on crée du tabou, on ne sait pas qui est conçu comme ça, il n'y a aucune traçabilité, il n'y avait pas d'association, il n'y avait rien. Le réflexe, c'est quand on a peur de se péter la gueule, hop, on se raccroche à ses racines ou à ses croyances, ou au moindre truc, en fait. Et moins on a de culture, plus on a peur de tomber dans le précipice, moins on est armé, moins on est équipé, plus on va se raccrocher à des croyances, à des choses dont on imagine que c'est solide, alors qu'en fait, ça ne l'est pas. Instinct de survie. Instinct de survie. Donc la grande difficulté, ça a été de me mettre à convaincre mes parents du bien fondé de ma démarche. Et en 2006, j'ai la première médiatisation dans le journal Le Parisien. Et là, je me bats sur tout ce qui me semble partir en cacahuète d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire que là, je me dis, par contre, il faut organiser du débat, et notamment démocratique, parce que tout le monde dit que tout va bien. Il y a des campagnes pour recruter des donneurs chaque année. Je comprendrai plus tard pourquoi, c'est une question de pognon, et notamment de dotation à chaque hôpital. Parce qu'en fait, les sécos sont rattachés à des hôpitaux, et quand les sécos recrutent, ça augmente la dotation d'un hôpital. Donc forcément, on comprend mieux pourquoi c'est intéressant et pourquoi on nous explique qu'il y a tout le temps une pénurie de donneurs, ce qui s'avérera être faux. Pourquoi? Parce que quand on regarde les chiffres de l'Agence de la biomédecine, il y a toujours eu entre 50 et 100 000 paillettes de donneurs de sperme dans les stocks. Donc il n'y a jamais eu de pénurie. C'est encore une légende urbaine. Voilà. La Convention internationale des droits de l'enfant, ou bien la Cour européenne des droits de l'homme, dit que l'accès aux origines est d'intérêt vital. Donc on est sur des droits, j'allais dire, archaïques. Fondamentaux. Les fondations de la personne humaine et de l'identité et de l'intimité. Et donc,
Et donc, on peut juger la maturité d'une société à la façon dont elle traite les plus faibles. Donc, les handicapés, les personnes âgées et les plus jeunes. Et les enfants. Voilà. Et donc, moi, ce que j'essaye de dire, c'est que chacun doit se réapproprier ces questions. Je ne dis pas que j'ai la solution, je dis qu'il y a des choses qui ne sont pas pensées, mal pensées, et qui, dans tous les cas, ne respectent pas les traités ratifiés par la France. Donc, on a un sujet. Tu reviens à, Oui. à Arthur sur cette photo, avec cette conviction qu'il a déjà et qui se fait une promesse à lui-même. À l'époque, qu'est-ce qui fait que tu ne le communiques pas à tes parents? Tu leur dis pas, je voudrais connaître mon géniteur? Tu leur dis? Tu leur exprimes? Je leur dis pas parce que c'est très bizarre, mais la stérilité n'est pas, par définition, je crois que c'est dans le Tartuffe de Molière, où il y a une phrase comme ça, où on dit... bon bref, la stérilité n'est pas héréditaire, n'est pas transmise génétiquement par définition. Et par conséquent, je comprends que je suis a priori fertile, et que je le vis comme une arme. C'est-à-dire que je me sens en forme, enfin je me sens doté, entre guillemets, d'une puissance que mon père n'a pas. Tu as peur de l'écraser? Exactement, et j'ai peur de Tu les le protèges. blesser. Exactement. Donc en fait, tu protèges tout enfant, tu Et protèges je les tes protège, parents. mais aussi à leur demande. Ah, C'est-à-dire que autant on est au courant de notre mode de conception, mais au moment où ils nous en parlent, ils nous disent, en revanche, le reste de la famille ne l'est pas au courant. Et donc, on vous demande qu'on garde ça entre nous. Et donc, on nous a demandé de tenir un rôle qui permette à mon père de se faire passer, de mon père stérile, de se faire passer aux yeux de sa famille et de nos proches pour notre géniteur, alors que ça n'est pas le cas. D'autant qu'avec le concours de l'État français, il faut savoir que la loi était écrite ainsi. Elle disait « La PMA est organisée et faite pour que ce soit fait dans les conditions garantissant le secret. » Et donc concrètement, il y a un système d'appariement qui fait qu'on va choisir un donneur qui a la même couleur de peau, la même couleur des yeux, la même couleur des cheveux, à peu près le même groupe sanguin. Et on aurait dit à mes parents à l'époque à peu près le même niveau d'études. Je ne vois pas le rapport avec la génétique, mais enfin bon, bref, peut-être étaient-ce les prémices de l'épigénétique. Peu importe. L'intéressant, c'est que c'est en fait une évolution du secret médical. C'est-à-dire que ce n'est pas étonnant qu'un système médical ait recommandé aux législateurs un système de pensée qui leur convient à eux et qu'ils utilisent depuis très longtemps. Donc l'anonymat, c'est du secret médical. Donc il y a anonymat, gratuité, altruisme. Ça, c'est le triptyque, que je trouve très bien, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la loi a été pensée dans l'optique où il faut bien voir d'où on vient. À l'époque où mes parents ont recours à la PMA, on leur dit, en revanche, pas un mot aux enfants. Vous ne leur en parlez pas, vous oubliez le don. C'est un peu comme un médicament. Vous inquiétez pas, monsieur, c'est vous le père. Et la loi a été écrite pour que rien ne puisse défaire cette filiation. C'est-à-dire que même si, imaginons, mon père et ma mère décident de démarrer une PMA avec un donneur anonyme. Ma mère tombe enceinte. Au bout de 6 mois de grossesse, mon père aurait pu décider de partir. On lui aurait imposé de reconnaître l'enfant. Parce qu'aucun test génétique n'aurait pu défaire cette filiation. Et c'est là où moi je suis attaché au projet parental, justement, qui fait que je suis favorable aux enfants pour les familles monoparentales, donc pour les mamans solo ou pour les couples de même sexe. C'est que c'est ce projet qui compte. Parce que pour moi, c'était important en tant qu'enfant de savoir qu'il y avait de la solidité là. Parce que ça venait compenser. En fait, la puissance, elle est là. C'est ça qu'il faut comprendre. Je comprends, il y a une structure. Parce que moi, ça m'a lié avec mon père avant même que je sois né. Et ça, pour moi, ça compte. Ça, c'est de la puissance. C'est pas de la force, c'est de la puissance. Et c'est là où l'État est bon.
Il y a un Parce cadre. qu'il promet quelque chose et il s'y tient. Et comme quoi l'État est capable de le faire. Très bien. Pour ça, quand il y a eu des modifications de la loi, que je me suis retrouvé face à la conseillère de Nicole Belloubet, je lui ai dit attention, ne bousillez pas la PMA, parce que, et donc je vais parler de cet article-là, parce que il ne faudrait pas fragiliser les couples hétéros. Et que le fait d'être lié avant même la naissance, c'est formidable pour nous, parce que ça nous sécurise intérieurement. Voilà. Ça, c'est fort. Mais donc, et cette connexion-là, dès le début, ma mère a dit à mon père, moi, de mentir à mes enfants, ça va pas être possible. Je veux que cette histoire soit intégrée à leur histoire, c'est leur histoire. De toute façon, c'est nous les parents, donc la question ne se pose même pas. En revanche, ça leur appartient. On ne peut pas faire comme si. On ne va pas fonder une famille, parce que si on est malhonnête, l'enjeu, c'est la confiance. Et là, le cadre n'est pas bon. Donc mon père a accepté, et donc c'est ce qui fait qu'on a toujours su notre mode de conception, et que ma mère nous parlait quand on était dans son ventre, en nous expliquant déjà que la graine de notre papa ne fonctionnait pas, qu'ils ont dû recourir à la graine d'un monsieur généreux, et que c'est ça qui fait qu'on est là, et qu'ils nous attendent, impatiemment. On est 3 enfants issus de 3 donneurs différents, parce qu'en fait, il y a eu des problèmes de stock. C'est-à-dire que mes parents ont galéré pour avoir un enfant, ils ont été sur les listes d'adoption, etc., puis ils ont réussi à avoir ma grande sœur. Et quand ils ont voulu que je vienne, ils sont retournés donc à la banque de sperme, et là, mes parents se sont fait un peu réprimander, ils ont dit « Oui, mais vous auriez pu nous prévenir que vous vouliez plusieurs enfants, si on avait su, on vous aurait gardé des gamètes du même donneur. » Puis là, ma mère leur a dit bah, « Vous êtes quand même gonflés, nous, ça faisait 5 ans qu'on n'arrivait pas à avoir d'enfants, donc on ne s'est pas dit boum, ça va marcher. Et puis pour nous, en option, ce sera 7 enfants, le Renault Espace, tout le monde habillé en bleu marine, et à la messe le dimanche, avec poulet et haricots. Enfin, vous plaisantez, j'espère. » Et pour la petite anecdote, donc finalement, mes parents ont eu recours à un deuxième donneur. Et mon père a eu cette phrase, et a dit oui, bah, d'une certaine façon, c'est pas plus mal, parce qu'on pourra se dire que c'est la société qui donne plutôt qu'un donneur spécifique. Donc voilà, moi, pourquoi pas. Et donc j'arrive. Et pour ma petite sœur, bizarrement, nous, ça marchait, pour ma grande sœur et moi, ça marchait au bout de la première et deuxième tentative, mais pour ma petite sœur, au bout de la 4e, 5e, 6e, ça marchait pas. Donc ma mère retourne à la banque de sperme, elle leur dit « Mais écoutez, je comprends pas. Il y a un truc que je sens pas. » Et puis l'infirmière ou la biologiste lui dit « Bah oui, d'ailleurs, ça serait bien que ça marche, parce que là, il n'y aura plus du même donneur. » Puis là, ma mère lui dit « Attendez, je vous demande pardon. Du même donneur que qui ?» Il dit « Bah, et là, on est en train de vous aider à essayer d'avoir un enfant avec le même donneur qu'Arthur. » Puis elle lui dit, elle dit, ok, je sais que je suis une femme, mais ça vous vient pas à l'esprit de m'en parler? Vous faites ce que vous voulez, vous pensez que je suis une bagnole dans laquelle on peut mettre de l'huile, de l'essence et faire ce qu'on veut? Vous savez que je suis un être humain. Et en fait, ce qu'elle a compris, c'est que son corps avait bloqué, parce que ça allait isoler ma grande sœur, biologiquement parlant. Et donc, ma mère appelle mon père sur son lieu de travail, elle le dérange un peu. Elle lui dit, écoute, je viens de découvrir qu'on était en train de faire des tentatives avec le même donneur d'Arthur. Est-ce que tu es d'accord qu'on passe à un 3e donneur différent? Mon père était furieux. Il est arrivé. Ils ont pris du coup un thermos. Je crois qu'ils ont eu une discussion un peu franche. Ils sont repartis avec le thermos avec des paillettes d'un 3e donneur différent. Ils sont remontés dans la voiture. Mes parents se sont mis à chanter et ma petite sœur est née. Donc l'apaisement était enfin revenu. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant parce qu'il y a... ça, pour moi, ça symbolise la vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on est persuadé que quand on est dans la technique, et qu'on ne peut pas passer au-dessus des gens. En fait, il y a un moment, il y a une limite en fait, à la technique.
Et la symbolique, comment le corps réagit aussi, il y a l'intelligence corporelle. Exactement, l'intelligence corporelle et aussi le manque de considération quand même. Ça m'a frappé. Comme nous, on a su cette histoire, après, le directeur des banques de sperme était un peu en mode mon Dieu, en se disant Arthur est un rebelle, il n'entend pas ce qu'on lui dit, j'aimerais rencontrer vos parents. Je dis allez rencontrer mes parents, mais sans moi. Alors déjà, j'ai trouvé ça étonnant. Et quand mes parents ont dit oui, mais par exemple, nos enfants sont issus de 3 donneurs différents, le professeur les a interrompus en disant non, mais ça, vous n'aviez pas à le savoir. Ouais, mais enfin, c'est à toi de briefer tes équipes, mec. Si tu sais pas gérer tes stocks, que tu gardes pas une petite réserve au cas où il y a un deuxième enfant, enfin, en fait, il y a un moment, fais ton taf. Enfin, je veux dire, c'est dingue de reprocher à mes parents. C'est lunaire. C'est lunaire. Franchement, c'est lunaire. Lunaire. Et il était là en mode, mais vous êtes au courant que votre enfant, je crois qu'il leur a relu un courrier que mes parents avaient écrit quand ils avaient fait une demande pour avoir des enfants. Ils disaient, vous voyez, c'est vous les parents et tout. Puis, mes parents sont revenus de ce rendez-vous en disant, on n'a pas trop compris. Bon, on a compris que le professeur était contre le fait que tu connaisses ton donneur, mais on n'a pas trop compris. Il nous a rappelé que c'était nous les parents, mais on était déjà au courant. Et comment tu finis par... Donc en fait, tu te heurtes à la banque de sperme qui te dit non, vous ne pouvez pas avoir accès à vos origines et qui vous rembarre en fait. Oui, mais moi je reviens 3 fois parce que je me dis au bout d'un moment il va bien me les rendre. C'est à moi en fait. Enfin. Sur quelle loi tu t'appuies pour ça? Aucune parce que je ne crois pas. Tu veux la créer cette loi, je n'ai jamais cru dans la justice. C'est là mon problème. J'ai épousé une juriste quand même, conçue comme moi. Ah ouais. Et qui a mené un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et que j'ai rencontré dans une association qu'on a fondée, enfin, dans laquelle on a été très actifs, pardon. Et je l'ai vu arriver, et là, je me suis dit, waouh, c'est exactement... Mais vous aviez les mêmes sujets, en tout cas. Mais elle venait de découvrir son mode de conception à l'âge de 29 ans. Elle avait découvert il y a quelques semaines. Et voilà. Et moi, je l'ai vu et je me suis dit... Et vous avez eu combien d'enfants ensemble? Elle était parfaite, on a 3 enfants. Vous avez eu 3 enfants ensemble. Voilà. Aujourd'hui, quand on parle de loi et tu dis, je trouve que... En fait, tu crées des lois qui vont avec... en fait, tu voudrais créer une loi qui va avec toi, le manque que tu as subi enfant. En fait... de ce que je comprends. On a déjà fait changer la loi, là. C'est-à-dire qu'avec la dernière révision des lois bioéthiques, on a obtenu qu'à partir du 30 mars 2025, on n'utiliserait plus que les donneurs ouverts, c'est-à-dire des donneurs qui donnent de manière anonyme, mais qui ont l'obligation à la majorité de l'enfant de donner leur identité. Pas de les rencontrer, mais de donner leur identité. Donc on va utiliser que des gamètes de donneurs ouverts. Parce qu'avant, là, on continuait à utiliser l'ancien stock. C'est ça qui est quand même démentiel. C'est-à-dire qu'on a fait passer une loi pour dire stop, avec tous les arguments employés par les politiques qui se sont réappropriés. Enfin, nous, on leur a tout servi sur un plateau. Ils n'avaient plus qu'à se baisser. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu sens? Comment tu te sens avec cette identité? Le fait, du coup, tu as rencontré ton géniteur. Oui, j'ai retrouvé mon... Comment tu l'as retrouvé? Ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est qu'avant, je disais mon géniteur, mon donneur, et puis j'ai eu des réflexions avec des gens intelligents, enfin, je veux dire diplômés, qui, des grands sociologues, des grands psychanalystes, qui disent « Oui, mais alors bon, quand tu dis géniteur, tu comprends, il y a quand même le terme génital dedans. Pour moi, le géniteur, c'est plus l'amant de la mère. » Et puis, enfin, vous voyez, ce genre de conversation de salon insupportable pour les gens... qui sont vraiment concernés, c'est pas le sujet. Puis père biologique, ça me gêne. Mais en fait, on va pas dire aux gens comment ils doivent faire. En revanche, avec l'accès aux origines, on règle le problème. C'est-à-dire que moi, mon donneur, maintenant, il s'appelle Gérard. Je suis plus obligé d'utiliser la fonction, d'avoir des débats sur comment il faudrait appeler le donneur. Maintenant, en fait, le donneur, il a un prénom. Il s'appelle Gérard, et avec l'accès aux origines, ça donne des accents de vie
voilà, d'humanité. Il s'appelle Gérard, il a un regard, on peut se serrer la main, on peut se prendre dans les bras, on peut se parler. Tout à l'heure, on était en train de discuter, je vois qu'il continue à m'envoyer des mails, je suis dans sa boucle de mails, donc il m'envoie toujours des petits trucs qui ont un rapport avec la beauté du monde. Enfin voilà, ça revit en fait. Donc ce lien s'est mis à exister à un moment donné. Enfin, tu as eu un point d'interrogation qui est devenu, qui a eu une réalité. C'est-à-dire que tu l'as rencontré Voilà. et il y a un lien qui s'est créé. Oui, il y a un lien qui s'est créé. Après, la vie fait que je suis en train de monter une entreprise, donc j'ai très très peu de temps en ce moment. Ils ont déménagé, donc du coup, ils sont plus loin. Mais lui, il était d'accord? Comment ça s'est passé? Alors, lui... en fait, je fais un test ADN. Donc on reçoit les résultats, et puis alors moi j'y connais rien en test ADN. Donc je vois qu'on nous donne les origines géographiques. Bon, j'ai compris que c'était marketing et que ça avait aucun poids scientifique. Mais bon, c'est amusant. Et puis quand on n'a rien, on est content d'avoir des miettes. Le pain est cher quand l'argent vient à manquer. Donc la moindre miette vaut son pesant d'or. Pesant d'or. Et donc, et puis il y a une autre rubrique qui s'appelle correspondance ADN, DNA Relatives en anglais. Et donc je clique dessus et puis je vois que j'ai un match avec une fille qui s'appelle Laura Sergey et qu'on a 6,28% d'ADN en commun. Donc là, moi j'y connais rien, je me dis Sergey, il doit y avoir des origines portugaises ou... J'en sais rien, et puis ma femme va sur LinkedIn. Elle me dit alors, portugaise, je ne sais pas, mais en tout cas, la Laura Sergey que j'ai sous les yeux, elle est londonienne, elle a 42 ans, et tu peux lui envoyer un message. Tiens, donc je lui envoie un petit message. Elle me répond immédiatement, on décide de s'appeler, et je lui explique tout. Et en lui expliquant tout, ce qu'on vient de se raconter, je l'entends dire, penser à voix haute, c'est la base. Non mais c'est la base, c'est la base. Je comprends pas, c'est la base. Donc elle est convaincue, et voilà, j'ai aucun effort à faire pour être compris. Le lendemain, donc on est 23h, il est 23h quand je l'ai au téléphone, le lendemain à 11h, je sors de la crèche de ma fille, puisque c'était une crèche parentale, et donc on donne de son temps pour aider. Je vois un texto de Laura qui me dit « J'ai mené mon enquête dans ma famille. Je sais qui est ton père biologique. Appelle-moi maintenant. » Donc en 12 heures, j'ai retrouvé mon donneur. Et comment c'était possible? Voilà, j'étais pas prêt. Et un coup génial. d'accélération, c'était juste dingue. Et à partir de ce moment-là, à la fois je sens qu'il faut que je freine, et en même temps, je comprends aussi, moi je suis un militant. Et là je sais, parce que j'étais porte-parole de l'association, je sais comment fonctionnent les médias, j'avais appris à être, même si là on est bavard, à avoir des phrases un peu percutantes et à répéter, etc. Je comprends tout de suite que c'est une grande première, que je suis le premier à retrouver, que du coup le donneur va être le premier à être retrouvé, qu'il faut absolument que ça se passe bien. Donc il faut faire ça intelligemment. Parce que moi, ça aurait été moi, je serais allé frapper à sa porte, mais comme on m'avait suffisamment reproché en disant imaginez ces enfants s'ils vont frapper à la porte des donneurs, ça va être hyper intrusif, et donc on a tellement diabolisé notre besoin, et bref. J'avais tellement répondu non, on va pas aller frapper, enfin on a quand même été éduqués, hein, vous le savez, puisque c'est vous qui avez accepté de donner des gamètes à des gens que vous avez estimés être bien, suffisamment bien pour devenir parents, donc il n'y a pas de raison qu'on soit mal élevé. Bref. Donc j'ai voulu faire les choses vraiment bien. Et là-dessus, comme j'avais eu beaucoup d'échanges avec Laura, je savais d'où il venait, à peu près. Et donc elle me donne son prénom, son nom, et elle me dit à partir de maintenant, par contre, il faut que tu te débrouilles pour que la démarche vienne vraiment de toi. Et donc je me suis fixé un point du village où vivait
a priori les parents de mon donneur. Donc je suis parti en escargot et j'ai cherché en escargot autour, en me disant c'est comme les éléphants, on revient souvent sur les premiers lieux de vie. Donc j'ai trouvé très rapidement. Il vivait à 1h15 près de la forêt de Fontainebleau. Voilà. Et donc là je me dis, bon ben, direct que je vais sur place, parce que j'ai besoin de... Déjà je me dis, j'ai jamais été aussi proche de mon donneur. Donc c'était peut-être une façon de m'habituer, mais aussi de m'imprégner, parce que moi, quand j'étais enfant et qu'on me disait quel sport tu veux faire, j'ai toujours papillonné, enfin, je passais pour quelqu'un qui papillonnait, mais en fait, je me suis toujours préparé en me disant, mon donneur peut être un SDF, il peut être un trader richissime, donc il faut que je sois à l'aise, quel que soit le milieu social. Et donc, il faut que je sache, imaginons que c'est un passionné de golf, il faut que je sache tenir un club de golf. Imaginons, il aime le tennis. Bref, donc j'ai tout fait en me disant, il faut que je sois un peu bon dans tout, au cas où. En tout cas, qu'on puisse se synchroniser un peu. C'est-à-dire qu'il y ait des atomes crochus. C'était important pour toi. Des activités communes, ouais, exactement. Et en même temps, ça montre bien l'ouverture sociale que c'est sur le monde, d'être conçu par PMA. Parce que ça, c'est un des avantages de l'anonymat, c'est qu'on se dit, comme ça peut être n'importe qui, moi, ça m'a ouvert le monde. Je me souviens qu'un soir, j'étais en train de discuter avec un sans domicile fixe à l'arrêt de bus, il pleuvait, et mon père, en rentrant chez moi, mon père me dit « Tiens, je t'ai vu discuter avec ce SDF ». Il me dit « Moi, je suis incapable de faire ce genre de truc ». Et moi, intérieurement, je ne lui ai pas dit. Et je me suis dit « Oui, mais moi, il faut que je me prépare ». Oh, c'est dingue. Donc j'étais pris là-dedans, en fait. Mais parce que pour moi, c'était évident que j'allais le rencontrer. Encore une fois, je ne savais pas. Tu le sentais, tu le mais non, savais. mais parce que, alors, franchement, je ne pouvais pas imaginer que mes parents n'auraient rien à me donner. C'est-à-dire qu'autant, je me disais, peut-être que mes parents pensent que je ne suis pas prêt, du coup, il fallait que je me prépare. Mais j'étais persuadé qu'ils avaient quelque chose à me donner. Au moins un code pour que je puisse accéder à son identité, enfin un truc, quoi. Mais pas rien. Donc j'ai rédigé un courrier que j'ai fait lire à mon père. Mon père m'a donné des conseils de modification du courrier que je n'ai pas intégré, mais ça m'a permis de ramener mon père auprès de moi dans cette démarche. L'idée étant que mon père soit toujours le premier. Parce que finalement, c'est vrai que c'est lui qui a demandé avec ma mère à ce qu'on fasse appel à un donneur. C'est pas le donneur qui a dit « cet enfant ira dans cette famille ». Enfin, quand tu dis à tes parents que tu as retrouvé le donneur, hein, ils réagissent comment? Alors, en fait, donc mon père est au courant que je suis en train de retrouver puisqu'il m'aide à rédiger le courrier. Je l'imprime 5 fois et en fait, je découvre qu'il y a un gîte qui colle la maison de mon donneur. Donc je décide de louer un week-end. J'y vais avec ma femme et mes enfants. Je crois que j'en avais 2 à l'époque, 1 ou 2, je ne sais plus. Bref, on y va. Et je me suis dit, c'est un peu comme la bibliothèque des gens, montre-moi ta bibliothèque et je te dirai qui tu es. Là, je me suis dit, montre-moi ton jardin et je pourrai en savoir un peu plus sur toi. Et donc, j'espérais pouvoir apercevoir, grimper un mur et pouvoir voir dans le jardin. Parce que si je dois passer dans la vie de mon donneur, quitte à passer, si ça peut faire du bien à lui ou à des gens qui le connaissent, tant mieux. Ça me fait extrêmement plaisir. En me disant toujours, est-ce que ce que je fais est utile et positif? Donc je me retrouve au milieu de la cuisine des voisins. Je leur dis, alors voilà, écoutez, je vous donne un exemplaire du courrier que j'ai rédigé avec mon père. Vous pouvez le lire hein, si vous voulez. J'ai déjà des parents. Il s'avère que votre voisin est mon donneur, j'en suis sûr à 100 000%. Mais j'ai besoin que vous acceptiez de lui remettre ce courrier, mais en revanche à huis clos, en personne. Il faut qu'il y ait vraiment personne autour. C'est-à-dire que vous avez 2 missions, c'est la discrétion absolue, et vous prenez le temps que vous voulez. Je dis en revanche, le temps que vous voulez, mais moi, je vous avoue que je n'en peux plus. J'ai besoin de mettre un visage, j'ai besoin de savoir qui c'est, j'ai besoin de comprendre la morphologie et le visage aussi de mes enfants. J'ai
besoin de vous. Le combat en a besoin. Bref. Ils acceptent la mission et je leur donne un courrier, on est, je crois, le 21 septembre. Il se passe le mois d'octobre, le mois de novembre, le mois de décembre. Je suis à Noël, en Picardie, dans la maison familiale. Et puis mes enfants, le 25 décembre au matin, sont en bas âge. Et j'ai très peur qu'ils réveillent tout le monde. Donc je les emmène dans la campagne en voiture, je les mets dans le siège auto, ils commencent à se réendormir. Et puis mon téléphone sonne. Par chance, il y avait une antenne relais, je capte. Je me dis, bon, bah, quitte à capter, autant décrocher. Normalement, je décroche pas. Mais un 25 décembre à 10h, je me dis, bon, je décroche. Et puis là, j'ai quelqu'un qui me dit, qui pourrait t'appeler un 25 décembre à 10h. Le Père Noël. Je dis, bah, j'en sais rien. Ça me saoule un peu comme appel parce que je comprends pas trop l'approche. Puis je me suis dit, pour du démarchage téléphonique, c'est quand même pas folichon. Et je lui dis, bah, je sais pas, mais en tout cas, ça serait dommage de pas le savoir avant de raccrocher. Parce que moi, j'avais envie de raccrocher, là. T'as de l'esprit. Je suis en train de conduire, hein, donc j'ai pas non plus envie de passer 1000 ans au téléphone. Et là, la voix me dit, bah oui, ça serait dommage vu le temps que t'as passé à me chercher. Donc là, j'ai les larmes qui me montent aux yeux. Tu t'arrêtes sur le bord de la route, rassure-moi. J'ai du mal à voir le paysage. Je me gare sur le bas-côté. Et je lui dis, oui, alors, effectivement, s'il y a bien une personne dont j'aimerais recevoir l'appel, ça serait Gérard. Et il me dit, oui, c'est moi. Bravo de m'avoir retrouvé. J'aimerais vraiment savoir comment t'as fait. Et là, il me dit, je sais pas du tout si on va bien s'entendre. Mais même si on s'entend pas, tu peux te faire une liste avec des questions et je m'engage à répondre à toutes tes questions. Wow. My God. Wow. Et je lui dis, bah, je peux commencer? Parce que j'en ai plein. On est le 25 décembre, t'as tes gosses dans la voiture, on est assis sur le bas-côté en Picardie. Voilà. Tout va bien. Joyeux Noël, Félix. Exactement. Et là, je lui dis, bah, c'est quoi l'histoire de la famille? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes qui? Vous venez d'où? Et il me raconte tout. Il me dit aussi qu'il a une mallette à me remettre, dans laquelle il a mis tout, l'arbre généalogique. Il me dit, de toute façon, c'est légitime, ça t'appartient. Donc, tu n'auras plus qu'à venir la chercher et tu sauras tout. Donc, je découvre un grand-père communiste, résistant, qui avait vraiment un compas dans l'œil. C'était celui qu'on appelait pour faire les manœuvres, qui était probablement autiste Asperger, parce qu'à 10 ans, il gardait les vaches, mais il avait un dictionnaire sous le bras qu'il apprenait par cœur. C'était son jeu. Sauf que c'est un enfant qui a été élevé dans une famille où il y avait 4 femmes à la ferme, puisqu'il a été abandonné sur les marches d'une église dans le 3e arrondissement. Mais non. Là, je me dis, tiens, rupture avec le nom du père, les noms dupes R. Il y a une répétition de nom d'honneur, puisque lui aussi reproduit la rupture avec le nom du père. Et en fait, je découvre une famille qui ne connaît pas le nom du père. Et Un donc, 25 décembre. Et donc, à ce jour, je ne sais toujours pas. Je n'ai pas définitivement retrouvé mes origines. Peut-être que c'est pour ça que je continue d'ailleurs. Puisqu'en fait, personne ne sait, tout le monde porte le nom de cette femme qui a abandonné mon grand-père sur les marches d'une église qui s'appelait Rachel Lodz. Voilà. Ça. Et d'ailleurs, je me souviens très bien d'un moment où j'ai été traversé par le doute, parce que quand on se bat, si on ne veut pas tomber dans les travers dogmatiques et des arguments fallacieux, même si c'est tentant, hein, il y a un moment où on doute. Parce que les sociétés monothéistes sont fondées sur un interdit, c'est celui de l'inceste. Pour éviter une consanguinité, notamment génétique, parce que c'est ça qui peut mettre en péril une société tout entière. Et donc, c'est un sujet qui est monumental. Et pour moi, c'est un sujet archaïque. Quand je dis archaïque, c'est un sujet structurant, c'est au sens de Carl Gustav Jung. C'est-à-dire que ça structure une société, mais du coup, ça structure aussi le psychisme des gens. C'est pour ça que je pense qu'il y a des lois qui ne sont pas que des symboles.
C'est pas parce que c'est invisible et immatériel, mais ça je l'ai découvert que récemment. C'est-à-dire que la plus grande résistance à la question des origines, c'est que comme on ne demande pas d'argent, on ne demande pas d'établissement de filiation, on demande juste à mettre un visage, et ben en fait la question des origines c'est une quête immatérielle. Et comme on est dans un monde matérialiste, ben les gens ne comprennent plus, parce qu'on nourrit pas en fait. Et moi je crois, c'est mon petit côté spirituel à moi, mais qu'il y a des lois symboliques qui certes sont immatérielles, mais qui sont complètement structurantes. Bien sûr, comme les lois de la nature. Et la question des origines en fait partie. Mais la question du mariage en fait partie. Et la question de la façon dont on produit des enfants aussi. Et donc c'est important de les respecter par anticipation. C'est important de les accueillir. C'est important d'avoir des lieux de crèche et de pouvoir combiner les lieux de vie et les... Bref, parce qu'on est dans une société quand même assez complexe. Le sujet, c'est que l'immatériel existe dans leur vie. C'est le cas de le dire. Exactement. Mais des choses immatérielles, en fait, il y en a plein. Les ondes qui font fonctionner le Wi-Fi, les radios, c'est immatériel. La lumière, c'est immatériel. En fait, mais on devrait, à mon avis, réinstaurer, réhabituer les gens à ce courage. Parce que c'est plus facile de rester dans la surface visible des choses. Bien sûr. Et d'ailleurs, quand je rencontre mon donneur, d'abord je suis frappé parce que ce regard-là, le regard qu'il a, j'ai l'impression de le connaître, c'est le mien. Mon second fils a les mêmes oreilles, et est bâti pareil. C'est familier. Mais c'est pas ça qui me frappe. Ce qui me frappe, c'est que j'ai compris 3 semaines, 3 mois, 3 ans plus tard, qu'en fait mon âme avait besoin de côtoyer la sienne. Et qu'en fait c'était sur un autre plan. Voilà. Aujourd'hui j'ai moins besoin de le voir. Parce que... Oui, je comprends, ça c'est fait. Parce que mon âme s'en est nourrie. Voilà. Puis il existe. Et je ça sais a existé. Et je sais qu'il est là. Après, sur certains trucs, on s'entend, et puis sur d'autres, on ne s'entend pas. Et ça, c'est l'histoire de la vie. Bien sûr. Qu'est-ce que ça t'a permis, mais je sais que ça a renourri quelque chose qui était absent. Voilà, mais qui m'angoissait. Je comprends. Et en fait, moi, je me suis aperçu que la question des origines et le fait de ne pas pouvoir répondre à toutes ces questions... le fait de changer tout le temps d'activité sportive en me disant, parce que ça c'est la façon dont je rationalisais, c'est-à-dire que je me disais, c'est en vue de me préparer, et ça m'a bien préparé, et ça s'est très bien passé. On a eu des atomes crochus, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais rétrospectivement, je me rends compte que mon psychisme ou mon âme était comme un verre qui n'avait pas de socle. Donc je devais passer mon temps à remplir. Et donc j'étais tout le temps hyperactif. Alors, probablement que j'avais, aujourd'hui on appelle ça les troubles. Après on vient marketer tout ça, mais on s'en fout en vrai. C'est pas le sujet. C'est pas important ça. Ça c'est des cases qui font plaisir à ceux qui ont besoin de vendre des cases. Moi j'ai pas de cases à vendre. Par contre, j'ai compris que le jour où je rencontre mon donneur, j'ai un socle. Et je me rends compte que tout ce que je mets dans le verre, ça déborde. Et là, je me suis dit, il va falloir que je repense complètement ma vie, parce que je ne sais pas comment faire autrement que de remplir des verres qui n'ont pas de socle. Maintenant que j'en ai un, il faut que j'apprenne à doser. Donc ça a changé quoi? Et en vrai, et je me repose certaines questions. Est-ce que c'était bien de nous le dire si tôt, par exemple? Moi, je suis revenu là-dessus. Parce qu'autant je comprends le point de vue de ma mère, j'ai passé ma vie à comprendre le point de vue des autres. Mais moi, le mien, aujourd'hui, c'est que dire la vérité aux enfants, c'est possible, mais est-ce que j'étais prêt à l'accueillir à ce moment-là? Parce que la question des origines, c'est une question adulte. Une question d'adulte. C'est une question existentielle. C'est une question qui a créé des religions, qui a créé des conflits. Parce qu'on a, certaines religions ont essayé d'apporter des réponses. Voire de dire que la vérité, c'était cette réponse ou cette croyance. Bref. Et donc moi, rétrospectivement, je me dis, tiens, j'aurais peut-être préféré, c'est ce que j'ai dit à ma mère, parce qu'elle me dit, ok, bon,
Peut-être qu'il y avait des choses à améliorer, mais c'est quoi ta solution pour toi? Eh bien, moi, je pense que j'aurais préféré qu'elle l'écrive dans un carnet, me disant, voilà, si tu veux savoir ton mode de conception, tu peux. Tu es libre d'aller vers la lecture de ce carnet ou pas. Mais moi, parce qu'elle me disait, mais moi, je voulais pas vous mentir. J'ai dit, oui, mais c'est écrit, tu mens pas? Pas de problème. C'est écrit. Tout va bien. Et parce que moi, ça m'a gêné dans mes études. Je pense que j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans les études. Mais ça a tellement nourri une forme d'angoisse, parce que le verre, c'est hyper angoissant l'image dont je parle. On parle d'un puits sans fond, hein. On parle de quelque chose qui ne se remplit pas. Donc pour apprendre, moi ça fuyait. Donc c'était compliqué pour moi. Et je pense même que psychiquement, ça m'a bloqué. Enfin, pas bloqué, mais ça m'a gêné. En fait, ça ne m'a pas fait fonctionner comme il aurait fallu. En fait, pour pouvoir apprendre, il faut une certaine sérénité intérieure, il faut ce socle. Et moi, quand je voyais, à chaque fois que je voyais un prof, même une femme, je me disais, tiens, si elle se trouve, c'est la sœur de mon donneur. Et en fait, ça m'a pollué, ce qui fait que je ne pouvais pas me concentrer sur mon travail. Je regoute la joie et le bonheur d'apprendre sans être angoissé, sans être perturbé, on va dire ça comme ça. Et je me suis lancé il y a 2 ans dans la culture de tomates, où j'ai tout réappris depuis le début. Je me suis rapproché d'une association qui s'appelle Cultive ta rue, qui est présidée par Pascal Antini, qui est un gendarme à la retraite, qui a travaillé dans plein de services différents, qui est un passionné de tomates, qui est vraiment le pape de la tomate en France. Dans son association, ils sauvegardent en fait des variétés de tomates, donc ils ont un travail de conservation. Un peu comme les graines de cocopelli. Tout à fait, sauf qu'eux sont uniquement sur la tomate. Ils ont 3000 variétés de tomates, donc déjà rien que le concept de diversité, je trouve ça formidable. Et ils vendent des graines dans tous les potagers de France et du monde entier, pour que chacun puisse maintenir les variétés aussi de leur côté, et qu'il y ait des variétés familiales, et que les uns et les autres puissent faire des croisements, etc. Et donc il y a des gens du monde entier qui leur envoient des graines, et finalement je ne sortirai jamais des banques de graines. Je trouve ça génial. En même temps, je trouve entre nous parfaitement miraculeux le fait de semer une graine et que ça donne, qu'il y a un tel effet papillon et que ça donne de tels plants et de tels fruits si bons. Et donc c'est super parce que moi, je fais mes propres graines, mes propres variétés. J'ai trouvé aussi des graines qui ont gagné des concours dans des festivals internationaux de passionnés de tomates, comme Pascal Antini, qu'on appelle des tomatophiles. Et donc aujourd'hui, je suis devenu maraîcher. J'ai mon exploitation à 1 heure de Paris. Je cultive uniquement des championnes. Alors oui, c'est mon petit côté élitiste, mais en fait, j'en ai tellement marre qu'on nous propose des tomates pas bonnes. Je me suis dit, il y a un boulevard, des tomates bonnes, ça doit quand même exister. Des tomates du jardin. Alors certes, elles ont la peau plus fragile, ça se craquelle, ça se fendille, mais il y a du goût. Et donc, je cultive uniquement des championnes. Et donc, je livre les chefs étoilés. Je livre les clients de la grande épicerie et aussi Epic, c'est-à-dire les épiceries de luxe du groupe Monoprix, dans les sous-sols du Palais des Congrès. Ça, c'était l'instant pub. Mais tout ça pour dire que ce qui est formidable dans ce projet, c'est qu'au-delà, enfin, c'est même pas au-delà, tout est important en fait dans ce projet. C'est-à-dire que je suis le chef, je décide de tout. Les origines de ma variété sont impeccables. Qui que ce soit veut me demander d'où vient la graine, je peux lui dire. Tu es fier de ce que tu as fait de toi? Oui, mais il y a un truc que j'aurais aimé lui dire. Vas-y. J'aurais aimé pouvoir lui dire à ce moment-là, parce que je sais que sur la photo, il était très très en colère. Ma mère me disait très souvent « Ah, ce que tu es hypersensible ». J'aurais aimé pouvoir lui glisser dans l'oreille parce que ça l'aurait aidé. T'inquiète pas, cette hypersensibilité, tu la comprendras le jour où tu regarderas ton donneur dans les yeux parce qu'il a la même. Parce que ma démarche, c'est l'honnêteté. Et qu'il n'est pas possible de faire croire aux gens que c'est que soit l'inné, soit l'acquis. Il n'y a pas de camp à choisir. En fait, c'est les deux.
Les gènes ne font pas tout. Pour autant, ils ne sont pas rien. Dans le tempérament, il y a une part que j'estime entre 12 et 25% qui est quand même innée, qu'on le veuille ou pas. Cette part de bois qui fait qu'on est fait du même bois ou pas du même bois. Cette sorte de sang, on n'a pas les mêmes groupes sanguins, etc. Et cette hypersensibilité, j'ai compris d'où elle venait le jour où j'ai rencontré mon donneur. Et ça m'aurait rassuré à cet âge-là, à ce moment-là, de le savoir, et ça m'aurait probablement apaisé. Parce que du coup, j'étais traversé par des océans d'émotions. Et ça m'aurait aidé aussi de savoir que mon grand-père était comme ça. Parce que je me serais peut-être autorisé à cet âge-là, intérieurement. Ça m'aurait donné les outils pour avoir la confiance et la sérénité intérieure, peut-être pour mieux réussir mes études. Merci Arthur pour notre entretien. Merci à toi Emmanuel, c'est très, très important pour moi de prendre la parole, parce que finalement, c'est aussi ça que j'aurais aimé dire à celui que j'ai été avant, c'est que c'est la parole qui te sauvera. C'est-à-dire que certes, j'ai été empêché dans mes études et tout, mais comme un chat retombe sur ses pattes, ce qui m'a sauvé, ce qui m'a permis de rebondir, ça a été d'être dans la parole. Ah ouais. Dans la parole, certes que je me suis tenu, j'ai respecté ma parole, j'ai tenu mes promesses, mais aussi j'ai été porte-parole, donc j'ai pu porter la parole des autres et la mienne. J'ai pu argumenter grâce à la parole. J'ai souffert quand on ne me donnait pas la parole, parce qu'il faut passer le cap des peurs ou du suivisme parfois médiatique. La parole m'a permis de me battre et maintenant je peux être un peu plus dans l'écoute. Un nouveau continent qui s'ouvre à moi. Et bientôt, en cultivant tes tomates, tu vas pouvoir écouter ton podcast. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Comme vous l'avez sans doute entendu, depuis le 30 mars 2025, la révision des lois de bioéthique en France interdit désormais le recours à des donneurs anonymes. Seuls les donneurs ouverts peuvent contribuer, avec une obligation, transmettre leur identité à la majorité de l'enfant. Les gamètes issues de dons anonymes ont été détruites. La question des origines reste immense, sensible, intime. Elle touche à ce que nous sommes, à ce que nous sentons, à ce que nous transmettons. Et elle mérite d'être éclairée, écoutée, partagée. Vous pouvez retrouver Arthur Carmalvezen avec l'association noorigines.com. Vous avez la possibilité de parcourir son histoire dans le livre Né de spermatozoïdes inconnus, édité en 2010, et également Le Fils, sorti en 2019. Et enfin, je vous encourage vivement à déguster toutes les variétés de ces magnifiques tomates au goût exceptionnel. Je vous donne quant à moi rendez-vous le 4 mai pour un nouveau voyage sensoriel dans la ville fantôme de Fengdu, au cœur de ce qui nous relie, nous fait vibrer et nous maintient vivants, de manière tangible ou subtile, visible ou pas. Aiguisons nos perceptions et ouvrons nos grilles de lecture vers plus d'humains, plus heureux. Good vibes, chers auditeurs, abonnez-vous et à bientôt.